Bonsoir à tous. Nous vous remercions pour votre présence. Ce soir, nous nous adressons donc aux Français de l'étranger de la zone euro, Europe aussi. Nous allons passer environ 45 minutes ensemble. La présentation va durer 25 minutes et le reste du temps vous sera consacré à vos questions que vous pouvez poser sur le chat. Moi, je me présente, je suis Laure Lewis du cabinet Carte Financement. Je suis responsable du financement des non-résidents du cabinet. Donc courtier en prêt immobilier. Et je suis accompagnée de Lisa Hérault, responsable de l'assurance emprunteur des non-résidents chez Valorama. Bonsoir à tous. Parce que nous ne sommes pas toujours en mesure d'acquérir les biens comptants, bien souvent la question du crédit se pose et ça a du sens aussi de façon patrimoniale et fiscale et économique. Donc aujourd'hui en France, sachez que sans assurance emprunteur, il n'y a pas de crédit. Et donc, le but de cette conférence, c'est de vous aider dans la concrétisation de votre projet immobilier depuis l'étranger grâce au décrochage d'un financement réussi et d'une assurance adaptée. Alors, donc, je vous propose peut-être déjà de faire un premier point sur l'actualité du crédit. Alors, sachez que c'est plutôt très positif. Déjà, il y a les moteurs et fondamentaux du marché de l'immobilier qui sont bien présents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français ont un vrai désir d'accession à la propriété et les taux sont toujours très attractifs, ça vous le savez. Donc, par exemple, pour vous donner une moyenne pour les non-résidents, on peut emprunter entre 1,20 et 1,40 sur 15 ans. Donc, c'est une moyenne, ce n'est pas le meilleur taux, mais c'est une moyenne qu'on a constatée. Et entre 1,30 et 1,55 sur 20 ans. Voilà. Donc, au niveau du contexte bancaire, il y a toujours de l'appétence. Les banques souhaitent toujours prêter aux non-résidents. Il y a eu juste un petit ralentissement pour les clients qui sont basés au Royaume-Uni. Certaines banques, notamment des banques de la zone des Alpes, qui ont mis un petit peu le holà et ne souhaitent plus pour l'instant financer les clients du Royaume-Uni. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas de toutes les banques. On a juste senti ce ralentissement, mais en tout cas, c'est toujours très positif. Il y a eu des hauts et des bas en 2020 parce que certaines banques demandent absolument votre présence pour ouvrir le compte une fois que le crédit est octroyé. Donc, c'est vrai que sur la première partie de l'année en 2020, ça a été très compliqué avec toutes ces restrictions Covid. Et on a pu sentir qu'au 4e trimestre, les banques se sont vraiment relâchées par rapport à ça. Et on sent de plus en plus une possibilité de faire tout à distance. Quasiment chez toutes les banques. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Et c'est pour ça, tout ça pour vous dire que le marché de l'immobilier a été bien en 4e trimestre. On a senti que tout le monde a réussi à se mettre au fait qu'il y avait le Covid et qu'il fallait tout faire à distance. Donc les notaires ont réussi aussi à pouvoir vous faire signer à distance vos compromis. Les agents immobiliers ont réussi à s'équiper pour les visites virtuelles et les banques, on y est presque, peuvent faire tout à distance. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Concernant le prix de l'immobilier, j'ai pris quelques chiffres pour Paris. Donc Paris est en hausse. On est à 6 700 € à peu près pour l'Île-de-France prix au mètre carré et 10 700 pour Paris intramuros. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut voir que la hausse que par rapport à 2019, c'est en retrait parce que 2019 c'était vraiment historique au niveau des chiffres. Mais voilà, si tout se passe bien, on devrait sortir de ce Covid et ça devrait bien reprendre. On a aussi senti que cette situation sanitaire, les confinements avaient aussi précipité des retours chez vous, expatriés. Donc on a eu beaucoup de demandes pour des résidences principales. Voilà, au niveau des réglementations, sachez que le Haut Conseil de stabilité financière avait mis le taux d'endettement à 33%. Il a remonté légèrement à 35%, donc c'est peut-être pas rien 2%, mais nous, on a trouvé que c'était très bien. Ça peut faire la différence dans des dossiers. Et toujours, malheureusement, le reste à vivre est vraiment moins regardé, même si vous avez un dossier de qualité. Vraiment, le 39-40% d'endettement aujourd'hui, c'est très compliqué de décrocher un financement. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien se renseigner en amont et faire un point sur son taux d'endettement. Elisa, tu as des nouvelles sur l'assurance? Il y a l'actualité à donner?
Oui, alors pour l'assurance, c'est un petit peu le même contexte de point de vue de améliorer les process pour que justement pendant cette période de Covid, tout le monde puisse finaliser leur projet, que ça soit les plus simples possible. Donc il y a de plus en plus des assureurs et des contrats qui sont disponibles à distance, 100% digital, dans des plus des pays possibles. Donc ça c'est très bien. Il y a aussi des assureurs qui ont assoupli les formalités médicales. C'était aussi un sujet un petit peu difficile à traiter en période de Covid. Et maintenant, même quand la période de Covid était un petit peu, c'était un petit peu plus normal que pendant la première partie du Covid, les assureurs ils ont gardé les bonnes mesures, la facilité. Et on a élargi par exemple, pour les personnes de 55 ans. Avant, on pouvait aller jusqu'à 500 000 euros sans formalité médicale. Aujourd'hui, on a jusqu'à 800 000 euros pour mettre en place un contrat sans forcément vous faire des formalités. Donc, c'est très bien. Après, de point de vue réglementaire, pour ceux qui ont déjà un projet immobilier qui est assuré, aujourd'hui, vous avez des dates assez précises pour changer l'assurance si vous le souhaitez. Aujourd'hui, c'est en discussion le fait de pouvoir changer d'assurance à n'importe quel moment. Donc, c'est des choses qui sont pas encore officialisées, mais qui est en cours et ça va assouplir les mesures et puis ça va faciliter pour tout le monde le fait de pouvoir profiter de l'assurance et puis faire des économies, puis adapter leur assurance par rapport à la situation. Voilà. Alors, moi, je vais continuer sur donc, le crédit. Donc, je vous donne quelques informations sur les caractéristiques. Donc, qui peut emprunter? C'est soit une personne physique, donc quand on dit qu'on achète en nom propre, ou soit une personne morale, donc une structure, ça peut être une SCI ou une SARL. Alors, sachant que les structures, quand on est non-résident, si on est sur un projet en dessous de 500 000 euros, ça devient de plus en plus compliqué de trouver une banque parce qu'on mélange du non-résident, de la structure, ça commence à faire assez lourd au niveau du montage du dossier. Voilà. Au niveau des projets finançables, donc on peut financer votre future résidence principale si vous êtes sur le départ ou vous songez sérieusement à revenir en France. La résidence secondaire, bien évidemment, l'investissement locatif. Donc là, ça peut être aussi bien un immeuble qu'un appartement, par exemple. Ça peut être un crédit patrimonial. On peut aussi vous accompagner sur le rachat de soult, par exemple, en cas de divorce ou en cas de succession. Vous souhaitez racheter la part de l'un ou de l'autre. Et donc, voilà, vous souhaitez devenir le propriétaire final de cette opération. Ça, c'est possible. Et puis, dernièrement, on peut aussi regarder pour racheter son crédit en tant que non-résident. Au niveau des durées, en général, c'est 20 ans. Vous êtes plutôt sur une durée de 20 ans. Quand le 25 ans est possible, sachez que le taux est plus cher, mais c'est vraiment très, très rare, le 25 ans. Au niveau de la typologie du prêt, donc le prêt à la française, c'est un taux fixe en amortissable, donc c'est intérêt plus capital. Sachez que le taux, en fait, est déterminé par... en fait, ça dépend de l'établissement. Chaque banque a ses stratégies. Ensuite, ça dépend de la durée et ça dépend aussi de votre niveau de revenu. Voilà. Au niveau de la quotité qui peut être financée sur votre projet, sachez qu'on peut parfois financer jusqu'à 100% du prix. Bien évidemment, si on finance 100%, il y aura des contreparties financières à apporter à la banque. La banque, en fait, souhaite respecter un ratio entre 20 et 30% du prix du bien. Voilà, donc c'est plus ou moins l'apport que vous devez préparer pour votre projet immobilier. C'est un ratio entre 20 et 30% avec les frais de notaire inclus. Au niveau des montants qu'on peut financer, sachez qu'en général, les banques commencent à regarder les dossiers à partir de 100 000 euros de financement. Donc, ça veut dire que le prix du bien doit être au minimum entre 130 et 150 000 euros. Et attention, la banque raisonne en biens et non en plusieurs biens. Ce n'est pas parce que vous arrivez avec 3 biens à 50 000 euros que ce sera possible. Voilà.
Et au niveau de la garantie que la banque va prendre, sachez que chaque banque aussi, pareil, a sa stratégie. Il y a des banques qui préfèrent prendre des garanties réelles, c'est-à-dire un privilège de prêteur de données, donc on appelle ça une hypothèque, ou soit elles préfèrent passer par un organisme de caution qui va cautionner votre dossier. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'hypothèque, d'enregistrement en fait sur le prêt. Elle va juste se reposer sur cet organisme de caution. Voilà. Alors, comme je vous disais, il y a des points d'attention à respecter. Donc ça, c'est des exemples qu'on vous donne, des conseils qu'on vous donne, parce qu'on le voit souvent. Donc, par exemple, l'apport. L'apport, c'est très important de le justifier. Et donc, bien souvent, en fait, il doit venir de vos fonds propres. Il ne peut pas être refinancé d'un actif ou d'un prêt conso. Ça doit vraiment venir de votre apport, de votre épargne. Si jamais vous avez eu un don familial, vos parents souhaitent vous aider, c'est tout à fait possible, mais attention, ce don doit être bien réglementé auprès du service des non-résidents. Un bulletin CERFA, le don manuel devra être rempli et je conseille vivement de le faire avant de vous lancer dans l'opération. Sachez que parfois cette procédure est assez longue, parce qu'il y a des vrais délais au service des non-résidents. Vous pouvez passer par un notaire, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, je vous parlais du taux d'endettement qui a été remonté à 35%. Donc là, je vous mets le calcul. C'est le total de vos charges. Donc, si vous êtes propriétaire, ça va être donc, les mensualités du prêt. Ou si vous êtes locataire, le loyer, divisé par vos revenus du travail, donc qui sont pondérés. En général, on prend entre 85 et 90% du revenu du travail. Et si jamais il y a un revenu foncier, il est pondéré à 70%. Voilà. Et on multiplie le tout par 100 pour arriver, et bien sûr, la future mensualité du projet pour lequel vous nous sollicitez, pour arriver à un maximum 35. Voilà, au niveau de la tenue des comptes, on vous le dit, parce qu'on en a vu déjà, il y a parfois des dépôts d'espèces qui sont assez larges, donc là, c'est vraiment rédhibitoire, il faut faire très attention, toujours privilégier le virement et éviter trop les virements entre tiers, il faut que ce soit une gestion simple et saine, voilà. Au niveau de la situation professionnelle, donc, en tant que non-résident, sachez que si vous êtes salarié en contrat permanent, voilà, c'est vraiment la situation la plus idéale pour obtenir un crédit. Bien évidemment, il faut être en dehors de votre période d'essai. Si vous êtes en contrat renouvelable, c'est très compliqué, voire impossible d'emprunter, sauf si vous êtes salarié d'une ONG. Et là, pour le coup, il y a des solutions. Et quand vous êtes chef d'entreprise, il est très important d'avoir 3 ans de bilan avec la même structure et la même activité. Ça, c'est vraiment important. Bien évidemment, le format des documents doit être clair. Comme on fait tout à distance, il faut vraiment que les documents soient bien scannés, d'une très bonne qualité, parce qu'il faut se dire que derrière, c'est la banque qui va étudier ce dossier, donc il faut que ce soit bien présenté. Il est très important aussi de se renseigner en amont sur la liste des pièces. Pourquoi? Parce que parfois, il y a une pièce qui est demandée et vous n'êtes pas en capacité de la donner. Je donne par exemple l'exemple du Français expatrié qui a déjà des biens en France et qui il n'a pas fait exprès, il ne savait pas qu'il fallait déclarer ses revenus fonciers. Sachez que c'est obligatoire et si la déclaration des revenus fonciers en France n'est pas en mesure de la donner, la banque ne vous accompagnera pas sur le financement. Voilà, donc la liste des pièces, c'est vraiment très important. C'est un point clé aussi de la réussite de votre financement. Et je revenais tout à l'heure sur la structure de l'emprunteur, donc SCI ou SARL. Voilà, en ce moment, ça devient un peu plus compliqué. Si on est sur des projets en dessous de 500 000 €, n'hésitez pas à nous consulter pour voir comment on peut vous accompagner. Voilà, on vous a mis le petit schéma d'acquisition. Voilà, c'est juste pour vous dire à peu près, c'est 3 mois en règle générale. Et le top départ, c'est le compromis de vente qui le donne. Donc, on conseille bien évidemment toujours de mettre une clause suspensive d'obtention de prêt dans le compromis. Typiquement, en ce moment, on vous demande vraiment de mettre 60 jours parce que les délais sont un tout petit peu plus longs. Et surtout, ce qu'on vous conseille, c'est avant d'avoir signé un compromis, c'est d'avoir pris quand même toutes vos dispositions sur le financement, c'est-à-dire aller chercher des réponses sur la faisabilité et sur la faisabilité de votre projet, aussi bien sur votre profil à vous, sur le type d'actifs que vous souhaitez financer et également sur le niveau d'apport.
Voilà. Alors, je me suis permise de mettre des cas pratiques qu'on finance assez régulièrement. Donc là, c'est le cas d'un salarié français basé au Royaume-Uni qui nous sollicitait pour un investissement locatif à Paris. Donc, le budget, c'était 300 000 €. Il a mis 20% d'apport hors frais de notaire. Très peu de contreparties lui ont été demandées et on lui a obtenu un taux à 1,55 sur 20 ans. Voilà. Il y a moins de solutions, comme je le disais, pour les clients basés au UK, mais on en a. Pareil, un autre cas, donc c'est le salarié français en Suisse. Je me suis permise de mettre le UK parce que c'est aujourd'hui les demandes les plus importantes. Ensuite, c'est la Suisse avec les États-Unis. Donc là, c'était donc un client en Suisse qui a acheté sa résidence secondaire à la montagne, 600 000 € à peu près, avec les travaux. Donc on lui a financé jusqu'à 90% de son prix et il a obtenu un taux à 1,35 sur 20 ans. Voilà. Et le placement, sachez qu'il n'était pas nanti et disponible après la mise en place du crédit. Bien évidemment, si vous êtes plus enclin à vouloir placer de l'argent sur on va dire sur des comptes titres investis en bourse, c'est les leviers qui permettent de négocier un taux. Voilà. Parce que ça rapporte à la banque, bien évidemment. Et donc, elle est plus ouverte au dialogue. Dernier cas, j'ai mis un freelance basé en Allemagne qui a acheté un investissement locatif à Lille pour un montant de 200 000 €. On lui a trouvé un financement à hauteur de 85% et il a obtenu un taux aux alentours de 2,20. Voilà, il y a moins de solutions pour les chefs d'entreprise, mais nous avons réussi à trouver une solution pour ce monsieur. Bien évidemment, pour les projets à plusieurs millions d'euros, c'est vraiment aussi du sur-mesure. Il y a d'autres aspects qui rentrent en jeu, donc les aspects contrepartie financière. Voilà, on peut avoir des solutions de taux très attractives, mais c'est vraiment du cas par cas et du sur-mesure. J'aurais pu mettre un quatrième cas, c'est donc le cas d'un client qui souhaite rentrer, mais c'est vrai que ça dépend vraiment aussi de comment vous rentrez. Est-ce que vous allez garder le contrat de votre employeur dans votre pays de résidence et vous donc délocalisez la famille en France? Est-ce que vous êtes en transition professionnelle et que votre employeur vous suit et va vous donner un contrat français? Donc il y a plein de cas particuliers, donc n'hésitez pas voilà, à nous contacter si vous avez besoin de consultation là-dessus. Donc je me suis permise voilà, de mettre nos engagements. Carte Financement, c'est une filiale du groupe Artemis Courtage. Nous sommes rémunérés au succès. Nous prenons des frais de courtage qui sont à peu près de l'ordre de 1% du montant financé. Alors après, il y a des caps en fonction du projet, à la baisse comme à la hausse, et en fonction de la complexité du dossier. Voilà. Sachez qu'on a en place des outils très performants pour aller très rapidement à l'essentiel sur la possibilité de vous suivre ou pas. Des outils qui sont vraiment dédiés à la clientèle internationale. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des demandes sur nos mails de contact. Voilà, la présentation de l'équipe de Carte Financement. Donc, ça fait à peu près plus de 10 ans que nous opérons dans le milieu du non-résident. Voilà, les banques apprécient nos dossiers parce qu'on sait les monter. Typiquement, en 2020, on a financé 185 millions, dont 31 millions pour les non-résidents. Et ces demandes venaient de 20 pays différents. Voilà. Donc, on est tous des anciens banquiers, soit d'affaires, soit en finance de marché, ou au sein de cellules internationales. Nous savons vous accompagner rapidement et bien et efficacement avec fiabilité. Donc, n'hésitez pas, nous sommes disponibles. Lisa, la parole est à toi. Oui, merci Laure. Oui, donc comme Laure vous a expliqué, l'assurance sera une partie importante du crédit parce que les banques aujourd'hui, pratiquement pour tous les cas, elles s'exigent d'avoir une assurance pour pouvoir avoir l'octroi de prêt. Donc, je vais vous présenter un mini guide pour mieux comprendre l'assurance et puis pour vous expliquer comment nous pouvons vous accompagner pour mettre en place cette solution-là.
Alors, dans quel cas les banques demandent une assurance ou pourquoi? Alors, elles les demandent pour en cas de décès et en cas de maladie et invalidité. Elles représentent une double sécurité, non seulement pour la banque, mais aussi pour vous, parce que en cas de sinistres, notamment des décès, les capitales restantes dues vont être remboursées à la banque et vous n'aurez pas, vos héritiers n'auront pas à continuer à payer votre dette. L'assurance, elle représente un coût qui est non négligeable par rapport au coût total de crédit. On focalise beaucoup sur les taux d'intérêt parce que c'est les coûts les plus importants, mais en fin de compte, les coûts de l'assurance, ça peut faire gonfler l'échéance bancaire et on peut se rendre compte qu'à la fin du process. Donc, si vous êtes bien informé et que vous savez que l'assurance peut vous faire économiser de l'argent pour optimiser au maximum votre projet, c'est mieux. Aujourd'hui, les marchés, il est complètement ouvert. Il y a la loi qui vous protège et qui vous donne la possibilité de choisir vous-même votre assurance. S'il s'agit d'un nouveau projet, vous pouvez présenter une assurance externe à votre banquier. Et la seule condition, c'est que l'assurance que vous présentez doit présenter exactement les mêmes couvertures que l'assurance qui est proposée par la banque. Donc, si cette condition elle est établie, il n'y a pas de raison pour que la banque n'accepte pas votre contrat externe. Dans les cas où vous avez déjà un prêt qui est en cours depuis moins d'un an ou depuis plus d'un an, la loi aussi, elle vous protège, elle vous donne la possibilité de revoir cette assurance-là. Si à l'époque, l'assurance en délégation n'était pas très connue ou on n'en parlait pas beaucoup, vous avez peut-être pris l'assurance qui était proposée par votre banque dans la globalité. Aujourd'hui, vous pouvez comparer et savoir si l'assurance que vous avez, elle est vraiment adaptée pour vous et si elle vous propose vraiment les meilleurs tarifs. Pourquoi choisir un courtier spécialisé en assurance comme nous, Valorama? Eh bien, je vous présente très rapidement notre entreprise. On est courtier spécialisé. Notre entreprise existe depuis 2012. Elle a été créée par notre directeur, Monsieur Pierre Tunus, qui est un ex-banquier d'une banque internationale. Et il a créé la société pour offrir un service qui était alors inexistant au sein des banques, qui était de présenter une assurance adaptée au profil de l'emprunteur, qui pouvait être mis en place à distance de manière simple et rapide et au meilleur tarif. On pouvait comparer les tarifs justement pour être sûr qu'on propose un service adapté et avec un tarif compétitif. Donc, très rapidement, l'assurance, elle est une exigence bancaire. Si vous empruntez avec votre conjoint, elle peut être demandée aussi au co-emprunteur et elle sera répartie au prorata des revenus. Si, par exemple, les revenus de foyer représentent 50% messieurs et 50% madame, eh bien, la banque, elle pourra demander que les prêts soient assurés pour tous les deux à hauteur de 50%. S'il y a seulement une personne au foyer qui travaille, à ce moment-là, la banque, elle demandera que 100% de l'assurance soit couverte par la personne qui assure les revenus du couple. Elle représente une protection pour votre famille parce que on vise à couvrir les prêts, rembourser les prêts à la banque en cas de décès et d'invalidité. Aujourd'hui, le marché, il est ouvert. Vous avez les droits de choisir votre assurance et c'est pour cette raison qu'il faut s'informer et avoir les bons outils qui sont disponibles aujourd'hui pour vous. Alors, quels sont les prêts qui sont concernés pour l'assurance de prêt? Si vous faites un prêt de résidence principale, résidence secondaire, investissement locatif, par défaut, la banque, elle va vous exiger l'assurance. Dans les cas d'un prêt de consommation ou un prêt personnel, c'est pas simple dans tous les cas, mais la plupart des banques vont demander
d'avoir une assurance des prêts. Il est le cas aussi pour les crédits trésorerie, les crédits revolving et les lignes de crédit. Donc, en gros, c'est tous les prêts confondus qui vont avoir besoin d'un accompagnement d'assurance. Les avantages de faire appel à un courtier spécialisé comme nous, c'est qu'on peut proposer une assurance de prêt, même si les biens ils se trouvent hors de France. Si vous financez un bien qui n'est pas forcément en France, mais qui est avec une banque française ou avec un établissement, avec une succursale en France, nous avons la possibilité de vous proposer un contrat pour votre crédit. Également, donc, si la banque elle est hors de France, si elle est en Europe, même si la banque elle ne vous exige pas l'assurance, parce que parfois, par exemple en Espagne, on a déjà des clients qui n'ont pas forcément besoin d'avoir l'assurance. Eux, ils souhaitent protéger leur famille. Nous, on a la possibilité de vous proposer un contrat qui va vous couvrir sans problème. Pour ceux qui habitent en Suisse et qui ont de prêts, peut-être avec un établissement français, mais dans la frontière, et si le prêt il est en francs suisses, nous pouvons aussi proposer des contrats compétitifs pour votre projet. Quel niveau de garantie vous sera exigé? Il existe deux niveaux. Les premières, qui est la couverture des bases, qui vous couvre en cas de décès et en cas de perte totale et irréversible d'autonomie. Cette couverture, elle est typiquement demandée en cas d'investissement locatif. C'est donc cas de décès, des morts ou en état de PTIA. C'est un état de santé où on n'a pas la possibilité de faire aucun geste du quotidien par soi-même. On a besoin d'une tierce personne pour se laver, pour se nourrir, pour faire quoi que ce soit. Le deuxième niveau, qui est la couverture des bases et l'invalidité et l'incapacité de travail. Ce type de couverture vous sera demandé plus dans le cas d'un achat de résidence principale ou des résidences secondaires. Globalement, pourquoi les banques demandent seulement la couverture des bases pour un investissement locatif? C'est parce qu'on prend en compte que vous avez la possibilité de rembourser votre échéance bancaire avec les loyers. Donc, logiquement, si on est dans l'incapacité de travailler parce qu'on a une maladie ou un accident qui nous empêche on est en arrêt maladie longtemps et que ça nous empêche de travailler, on a quand même un locataire qui continue à verser les loyers et on pourra faire face à l'échéance bancaire. Donc, c'est ce qui est contraire pour la résidence principale. Dans ces cas, si jamais vous êtes malade ou vous avez un accident, à ce moment-là, vous êtes couvert pour la plupart pendant les 3 premiers mois par la sécurité sociale. Et au-delà de cette période-là, c'est l'assurance qui rentre en charge et qui rembourse votre échéance bancaire à la banque. Alors, nous pouvons vous offrir un contrat très compétitif. Notre point de départ, c'est bien sûr les meilleurs tarifs. Quand on a un nouveau dossier, la première chose à laquelle on pense, c'est évidemment de proposer les meilleurs prix possibles. La notion d'irrévocabilité des garanties, ça veut dire que tous nos contrats sont garantis, peu importe ce qui se passe pendant toute la durée de prêt. On sait que les tarifs qu'on vous annonce et les tarifs qu'on obtient, c'est un tarif qui va être garanti, peu importe ce qui se passe pendant les 20 ans ou les 25 ans qui durent votre prêt. La territorialité, on prend bien sûr en compte votre lieu de résidence et votre profil. Si on sait que vous habitez en Suisse ou au Royaume-Uni, en Russie ou dans un pays étranger, on est sûr que les contrats qu'on vous propose vont être adaptés à votre situation et qu'il n'y aura aucun problème si jamais vous effectuez de voyages professionnels dans le cadre de votre profession. La simplicité, c'est un point très important. On sait que vous travaillez dans d'autres pays ou que vous n'avez pas forcément le temps ni la possibilité de faire l'envoi des papiers, etc. Donc, on prend en compte et on essaie de tout le temps trouver des contrats
qui sont les plus adaptés possibles à votre profil, que tout puisse se passer de la façon la plus rapide et à distance, si possible 100% digitalisé. Donc, voilà, les points de base pour nous, c'est la simplification du process, que tout se passe de la meilleure façon et la plus rapide, parce qu'on sait aussi qu'il y a des délais qui sont à respecter et que parfois, pour nous, la demande d'assurance arrive au dernier moment par rapport au process de crédit. Donc, on sait qu'on peut pas prendre trop de temps à mettre en place un contrat d'assurance. Donc, on respecte ces délais-là qui est important. La fiabilité des process, on essaye tout le temps de garder, de fluidifier l'information pour que on puisse communiquer de la façon la plus claire possible. Non seulement avec vous, mais aussi avec les professionnels du crédit. On garde tout le temps, ou on essaye de prendre tout le temps les coordonnées de votre banque ou de votre conseiller professionnel en crédit, pour que justement on puisse communiquer à chaque étape sur où est-ce qu'on est par rapport à l'avancement de votre dossier, ou quand est-ce qu'on pense qu'on peut avoir votre contrat, et tout ça dans le but justement de que votre contrat et votre crédit se passent de la meilleure façon possible. Nos process, donc comme je vous ai dit, ils sont tous à distance. On fait toutes les mises en place de manière dématérialisée. Dans la mesure de possible, on propose des contrats qui ne demandent pas de formalités médicales, de manière à simplifier le plus possible le dossier. On a de plus en plus de contrats qui sont disponibles 100% digitalisés, c'est-à-dire que vous avez accès à une plateforme où les documents ils sont déjà tout prêts pour compléter et signer en ligne tout ce qui est à disposition. Donc, vous n'avez même pas besoin d'imprimer, de signer, de scanner ou quoi que ce soit. Tout est prêt en ligne pour être signé, pour être complété. Donc, il y a de plus en plus de contrats qui peuvent se mettre en place de cette façon. Donc, on essaie d'utiliser cet outil-là. Et quand, par rapport au montant, ça dépasse les seuils et qu'on doit absolument passer par le fait de faire des formalités médicales, on essaie de le faire le plus simple possible, ou en anglais si vous en avez besoin, ou parfois de manière ponctuelle dans d'autres langues. Mais en tout cas, on essaie de faciliter le plus possible les process. Un exemple type de ce qu'on peut vous proposer en termes d'assurance et pour vous donner une idée de combien ça peut coûter l'assurance par rapport à un contrat classique qui peut être proposé par la banque. Une personne qui emprunte pour 400 000 € sur 20 ans, une personne de 35 ans, aujourd'hui pour avoir une proposition de la banque avec un taux moyen de 0,20. Donc, ça représente un coût total de 16 000 €. Pour nous, on a des contrats qui sont très compétitifs. On pourra proposer un contrat avec un taux moyen de 0,08, ce qui représente un coût de 6 400 €. Donc, pour ces cas typiques, qui n'est pas du tout anodin, vous pouvez faire une économie de jusqu'à 60% par rapport au prix que vous aurez payé avec un contrat classique de votre banque. Alors, comment se déroule une mise en place de l'assurance, d'un contrat d'assurance? Pour les prêts qui sont de moins de 1 200 000 €, nous pouvons, une fois qu'on reçoit la demande d'assurance, on vous répond le jour même avec un projet qui est dédié et qui est adapté à votre situation et selon votre pays. Si vous nous répondez le jour même que vous êtes OK et que vous voulez avancer avec l'assurance, on vous envoie les process d'adhésion si c'est une souscription 100% en ligne, ou on vous envoie par email les documents à compléter s'il s'agit d'une souscription papier. Si vous nous répondez avec les documents ou vous signez les documents en ligne les jours même, on est en train de penser que la mise en place du contrat, ça prend d'une journée à 2 ou 3 jours maximum. Quand il s'agit d'un contrat qui dépasse, on demande qui dépasse les 1,2 million, on est obligé de faire des formalités médicales. Donc, la première partie se passe de la même façon. Les demandes, on les répond les jours même.
Si vous êtes OK, on vous envoie absolument toute la liste en français et en anglais si besoin des formalités médicales. Ensuite, ce sera à vous de prendre bon, ça dépend des pays, mais ça sera à vous de prendre rendez-vous avec les médecins. Et bon, ces délais-là, on ne peut pas trop les contrôler parce que ça dépend de comment on s'organise. Mais en tout cas, une fois que vous avez les retours sur les formalités médicales, sur 2 ou 3 jours maximum, on peut s'engager à avoir une réponse de l'assureur. Donc, tous ces process-là, même sur des gros montants, on est en train de parler de 1 semaine et demie pour avoir un retour ferme de l'assureur. Comment faire une demande? Vous avez notre page www.valorama.fr. Sur la partie supérieure à droite, vous avez les mots de vie. Il y a un formulaire qui apparaît. Vous avez les questions avec l'information qu'il nous faut, des bases pour pouvoir vous proposer un projet d'assurance. Toutes les demandes de devis nous parviennent automatiquement. Il n'y a pas aucune information qui est gérée par aucune plateforme. C'est nous qui gérons toutes les demandes. Et vous avez un email comme quoi nous avons bien reçu votre devis et nous répondons à votre demande les jours même. Si jamais il y a quelque chose de spécifique à prendre en compte, on perd pas de temps, on vous appelle et on essaie de voir quelle est la question ou quels sont les points spécifiques à prendre en compte. Et puis, on vous propose les projets qui sont les mieux placés et les mieux adaptés par rapport à votre profil. Notre équipe, nous sommes une équipe internationale. Notre directeur, Monsieur Pierre Tunus, on est tous hautement qualifiés et on est prêt à vous accompagner, à vous guider sur vos projets d'assurance. On a notre email contact@valorama.fr. Donc, vous pouvez faire un email si vous avez des questions spécifiques pour une demande ou simplement faire une demande en ligne et puis on vous contactera pour vous proposer la meilleure solution. Donc, voilà. Je pense qu'on peut avancer avec les questions. J'espère que je n'ai pas trop pris de temps. Je commence par la première question sur le crédit et si tu veux, on fait comme ça? On y va. Allez, alors, je vais juste remettre. Alors, première question. Excuse-moi, c'est une question pour l'assurance. La banque est-elle obligée d'accepter l'assurance de mon choix? C'est Victoire. Alors, il n'est pas obligé, mais en tout cas, si les contrats d'assurance externe présentent exactement les mêmes niveaux de garantie que le contrat de la banque, il n'y a pas de raison pour laquelle la banque pourra refuser ces contrats-là. Voilà. Je vais répondre à bonsoir, je suis française, j'habite en Suisse et j'ai déjà investi en France il y a plusieurs années, mais j'ai des taux élevés. Est-ce que je peux racheter mon crédit IMO? Alors oui, on peut regarder, à savoir que, attention, il faut au moins que le capital restant dû soit de 150 000 euros, que la durée au moins de 15 ans, et que le taux que vous avez eu est le taux plus ou moins actuel du marché, qu'il y ait au moins une bonne différence de 1%. Voilà, pour que ce soit possible et qu'on puisse regarder. Alors, tu as vu une question pour l'assurance, Lisa? À quel moment dois-je commencer le process d'assurance? Oui, alors moi je dirais les plus tôt possible. Parce que même si on a l'acceptation d'assurance, si jamais votre crédit il n'est pas accepté ou c'est pas encore la banque n'est pas encore prête pour éditer l'offre de prêt, on peut à tout moment mettre l'acceptation en stand-by et dès que vous serez prêt dès que la personne est prête à avancer, eh ben on n'a qu'à éditer les contrats et au moins il y aura une démarche en moins à faire parce que bon avec les crédits il y a pas mal de papiers, des choses à faire. Donc, si vous pouvez commencer l'assurance, parce que de toute façon, ça sera demandé, c'est mieux.
Alors, bonjour à vous deux. Quelle banque est la plus enclin à prêter aux non-résidents et propose les taux les plus compétitifs? Quelle est la différence moyenne pour obtenir un prêt en tant que non-résident? Alors, sachez, Anne-Sophie, qu'il est compliqué de vous donner un nom de banque. En fait, ça dépend complètement du pays de résidence, du projet et également de la localisation du projet, en fait. Donc, voilà. On ne le voit pas. Attendez. J'en ai une pour toi, Lisa. Oui. Ah oui, j'ai fait plus grand. Désolée. Est-ce que je peux utiliser l'assurance que j'ai déjà sur ma résidence principale, sachant que le montant peut couvrir les 2 appartements? Je n'ai pas trop compris. On va passer peut-être à une... Oui. En fait, est-ce qu'il peut utiliser l'assurance de sa résidence principale pour assurer en fait, les 2 appartements qu'il achète? Non, il y a en fait pour chaque dossier d'assurance, c'est adossé à un crédit spécifique. Si vous faites un nouveau projet, forcément vous devrez avoir une assurance qui est spécifiquement pour ces nouveaux projets. D'accord. Et quels sont les tests de santé nécessaires pour obtenir l'assurance du prêt? Donc là, comme j'avais dit, normalement, en fait, ça dépend des l'âge et du montant. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est assez large. On peut faire jusqu'à 1,2 million sans formalité médicale. Après, bien sûr, on va être bloqué par rapport à l'âge si jamais la personne elle dépasse les 55 ans. Bon, pour la plupart des cas, pour le crédit des moins d'1 million, on aura une solution. Et on essaye tout le temps de trouver une solution pour simplifier et puis pour ne pas avoir des formalités. Alors, bonjour, je suis en train d'acheter ma résidence principale en France et je vais donc déménager de Munich. Je suis en train de constituer mon dossier de financement avec des banques françaises locales. Est-ce que vous vous positionnez sur ce type de projet, achat de résidence? Oui, vous pouvez nous interroger et on peut regarder en effet les projets de retour si tout fonctionne au niveau professionnel, puisque c'est ce que les banques vont regarder, si les revenus sont bien actés lors du retour en France. Ici, il y a Patricia pour l'assurance qui demande bonjour. Donnerez-vous des conseils pour les assurances des résidences secondaires? Merci. Pratiquement pour l'assurance secondaire, on va être au même niveau que l'assurance principale. C'est-à-dire qu'on va vous demander une bonne couverture et que ça soit la partie des bases, décès PTIA, plus invalidité et incapacité de travail. Pour une résidence secondaire, vous devrez être aussi couvert que comme si c'était votre seule maison. Donc, la meilleure couverture possible. Voilà. Bonjour, je suis française résidente en Grande-Bretagne, mari écossais. Si nous achetons une résidence secondaire en France, 1. Faut-il acheter ensemble ou séparément? 2. Peut-on faire l'apport avec de l'argent placé sur un compte non résident en Angleterre? Alors, sachez qu'il y a souvent des couples mixtes chez les non-résidents. Vous avez souvent rencontré votre moitié dans le pays de résidence, donc on peut tout à fait recevoir ces demandes et ce n'est absolument pas rédhibitoire. Donc, n'hésitez pas à nous interroger. Donc, ensemble ou séparément, j'ai envie de vous dire, ça dépend du statut de votre mari. Est-ce qu'il est chef d'entreprise ou pas? Voilà, donc autant faire la demande à deux et on va voir ce qu'il en ressort. Mais et en soi, le fait que le conjoint soit étranger, c'est pas non plus rédhibitoire. Et si même l'argent vient du Royaume-Uni d'un compte personnel, aucun problème. L'argent n'a pas absolument vocation à être en France quand on monte le crédit. Si l'argent est dans votre pays de résidence et qu'il est bien à votre nom, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Par rapport à, surtout que des personnes qui ont des problèmes de santé, quel délai après un cancer soigné définitivement avec succès pour obtenir une assurance de prêt? Donc, c'est question délicate parce qu'il n'y a pas, pour une raison médicale, il n'y a qu'un médecin conseil qui peut donner une réponse par rapport à un dossier et encore avec l'appui de tous les documents médicaux et tous les tests effectués. Mais il faut savoir qu'on a la possibilité de faire une demande quand
on a eu un cancer, c'est une maladie qui est importante, mais on peut toujours faire appel à un service spécialisé comme nous, pour pouvoir vous proposer différents services. Il faut compter, ça dépend les types, il faut prendre en compte que ça dépend les types des cancers et la gravité. Mais c'est possible si c'est un cancer qui est soigné. Il n'y a pas de délai spécifique. Il y a plein de paramètres qui sont à prendre en compte. En tout cas, c'est pas un dossier à part. On a des cas comme ça tous les jours et on retrouve des solutions tout le temps. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez un projet et que vous hésitez par rapport à un historique médical, n'hésitez pas à nous faire part de votre dossier et on essaiera de vous accompagner au mieux. 20 ans, c'est également la durée de prêt classique pour un résident français. Alors, ça dépend du projet. Si c'est une résidence principale, lorsqu'on est résident français, on peut aller jusqu'à 25 ans. Lorsqu'on est donc résident français et qu'on souhaite acheter un bien locatif, sachez que la durée moyenne, c'est 20 ans également. Sur l'assurance, y a-t-il une couverture pour l'assurance en cas de chômage de l'acquéreur au cours de prêt et sur quelle durée? Alors ça va être pas justement l'assurance de prêt, ça va être une offre qu'on peut proposer de manière parallèle. C'est une assurance chômage et tout va être à la durée, elle va dépendre des cas. Est-ce que vous voulez, combien de temps vous voulez que les contrats ils durent? Il y a des contrats chômage qui se renouvellent tous les ans. Donc, à partir du moment où vous dites je ne veux plus avoir cette assurance-là, on l'arrête. Donc, c'est pas parce que c'est pas adossé à un prêt. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, mais c'est une offre qui existe, mais qui est à part. C'est pas de l'assurance de prêt. Ça va être un contrat différent. Alors, je me permets de répondre parce qu'il y a plusieurs questions dans la même thématique. On me pose la question, est-ce qu'on peut emprunter depuis la France pour un bien à l'étranger? Alors, la réponse est techniquement oui. Si jamais vous avez déjà un bien en France à votre nom libre de dette et surtout que la valeur de ce bien soit supérieure à votre projet dans votre pays de résidence. Mais sachez tout de même que ce sont vraiment des projets au cas par cas qui sont de plus en plus rares parce qu'il y a plusieurs conditions à réunir. Donc, j'ai tendance à vous dire que vraiment, c'est quasiment, c'est très rarement possible. Voilà. Donc, surtout quand c'est une résidence principale dans votre pays de résidence. Voilà. Donc, il faut plutôt, et si vous n'avez pas de bien en France, il n'est pas possible d'emprunter depuis la France pour emprunter dans votre pays de résidence. Il faut vraiment vous retourner auprès des institutions financières ou des courtiers en local dans votre pays. Alors pour moi, je ne trouve pas forcément des questions. J'essaie de voir. Alors, s'il y a beaucoup de questions sur les crédits, tu peux enchaîner. Alors, les banques acceptent-elles des demandes de financement de la part de non-résidents pour l'achat de SCPI, soit en direct ou par le biais de SCI? Alors, oui, j'en ai entendu parler. Il y a des banques qui financent les parts de SCPI. Ce n'est pas notre cabinet n'accompagne pas ce genre de projet. Mais par contre, si vous avez besoin de contact, n'hésitez pas, on peut vous en donner, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai aussi eu deux questions pour me dire que, apparemment, il y a des personnes qui sont basées aux Émirats Arabes Unis. Excusez-moi, je pensais qu'on était plutôt sur la zone Europe. Mais dans tous les cas, si jamais vous êtes aux Émirats Arabes Unis, c'est pas rédhibitoire et on a aussi des solutions de financement pour vous accompagner. Et nous, on ne pourra pas financer en local aux Émirats Arabes Unis. Voilà, vous pourrez emprunter depuis les Émirats pour un projet en France, pas de problème. Peut-être on va passer la dernière question pour chacune et puis on vous enverra la présentation. Il y a plusieurs personnes qui ont demandé si on va l'envoyer. Oui, ça va être envoyé par email. Et vous aurez aussi dans l'email nos coordonnées si vous avez des questions ou vous voulez voir quelque chose pour les crédits ou pour l'assurance. Donc pour moi, pourquoi la grosse différence entre les tarifs de l'assurance groupe et les contrats en délégation?
Alors, c'est facile, c'est parce que nous, on a une trentaine de contrats, donc on a la possibilité de regarder les contrats qui sont les plus adaptés et les mieux placés, et que la banque est là pour la plupart des contrats qui datent et qui sont qu'une seule possibilité. Donc, très souvent, nous, on est 2 voire 3 fois moins cher que les contrats classiques. Alors, je vais prendre une question sur l'immobilier. J'ai une personne qui m'a parlé qu'elle était en CDD, elle travaillait pour l'ONU. Donc, oui, sur le principe, nous pouvons regarder votre demande. On va vous demander votre CV parce que ce qui va être important, c'est le renouvellement de vos contrats. Donc, si vous êtes fraîchement embauché par l'ONU, ça va être plutôt compliqué. Il faudrait au moins avoir au moins 2 renouvellements et un CV pour qu'on puisse regarder les solutions pour votre dossier. Mais sur le principe, ce n'est pas rédhibitoire puisque vous êtes salarié de l'ONU. Okay. Je pense qu'on va clôturer. On a eu beaucoup de questions ce soir. On va les noter et on va essayer dans la mesure du possible de vous répondre personnellement sur vos questions par mail dans les prochains jours. Voilà, mais merci beaucoup en tous les cas pour votre écoute et Lisa et moi restons à votre disposition. Merci également à l'UFE d'avoir organisé ce webinaire. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous.